parce que ça fait chaud au cœur pour notre... Vous savez que notre société ne vit que par rapport donc, aux adhérents. Et merci d'être aussi nombreux ce soir parmi nous. Je voudrais aussi remercier le conseil d'administration de l'Office de tourisme. Excusez-moi, mon passé qui revient devant. Le conseil d'administration de la Société d'histoire et d'archéologie d'avoir accepté cette conférence qui sort un peu d'ordinaire pour nous. Remercier bien sûr les membres du conseil d'administration qui mettent en place cette salle et bien sûr toutes ces dames qui sont en cuisine depuis 2 heures pour nous préparer le cocktail dînatoire d'après. Qu'ils soient tous remerciés. Je voudrais remercier de leur présence quelques personnalités. Monsieur Agam Quito, directeur de la direction de la mer Sud-Atlantique. Excusez-moi, des abréviations, j'ai un peu de mal. C'est horrible. Il va arriver. J'espère qu'il va arriver. Il travaille sur tout ce qui est affaires maritimes. Voilà, tout ce qui se passe en mer, la police des pêches, la mise en place d'éoliennes, tous ces petits sujets qui sont un petit peu délicats. Voilà. Et son adjoint, M. Mérite aussi. Donc, ils sont ensemble. Le colonel Hosto, qui est ici commandant de la BA 204 à Arlac. Bien sûr, donc, notre maire qui est passé rapidement pour nous dire bonjour. Donc, voilà, il est reparti. Il est déjà reparti, voilà, il ne pouvait pas rester. Maintenant, je vais vous présenter François Guichard. Alors, amiral, si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Et, cher François, tu es entré en activité en 89 à l'école navale. Tu as fait l'essentiel de ta carrière sur sous-marin jusqu'en 2014. Celle-ci t'a donné l'opportunité de naviguer sur toutes les mers du monde, de participer à de nombreuses opérations et de passer plus de 26 000 heures en plongée. Je plains ce ton épouse qui est ici présente. Merci Odile. Tu as eu l'honneur de commander à la mer, à 3 reprises, un patrouilleur en Nouvelle-Calédonie, la Glorieuse, puis après 2 sous-marins nucléaires. Alors, un d'attaque et un lance-missile. Un d'attaque et un lance-missile. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, de la conférence, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à encore comprendre les différences. Tu as commandé l'améthyste et le terrible. Ta carrière embarquée terminée, tu as été affecté comme officier de programme pour la construction des futurs SNA. Tu peux nous dire sous-marin nucléaire d'attaque. Type Barracuda, afin d'occuper différents postes en état-major dans le domaine de la planification des investissements et des finances, et de devenir aujourd'hui le commandant de la marine en Nouvelle-Aquitaine. Tu es aussi responsable de la direction, et ça peu de gens le savent, de la maintenance aéronautique dont le site regroupe 850 personnes et qui passe et pilote les contrats avec l'industrie aéronautique pour les aéronefs, avions, drones, hélicoptères de l'État. Tu as choisi d'habiter avec ton épouse et tes 4 enfants à Rochefort, passionné de la mer, du monde sous-marin, de celui de l'industrie autant que d'histoire et de patrimoine. Cette ville, sous le charme de laquelle tu es tombé, t'offre l'opportunité de satisfaire toutes tes passions. Tu t'es lancé dans l'écriture de romans, retraçant l'histoire des premiers sous-marins à travers celle des hommes qui les ont conçus et conduits. Et le premier d'entre eux retrace l'aventure du premier sous-marin de la marine construit sous Napoléon III et qui a inspiré Jules Verne. Tu vas en 1 heure nous balayer un peu l'histoire, si je peux m'exprimer ainsi, l'histoire depuis donc Alexandre le Grand et l'exposition universelle de 1867
qui va nous faire découvrir cette épopée extraordinaire de ces hommes, des difficultés qu'ils ont dû vaincre et de leur motivation pour arriver au premier sous-marin qui a inspiré Jules Verne. Juste 30 secondes pour vous dire que j'ai complètement oublié de dire un petit mot sur notre président de la Société d'Histoire et d'Archéologie, qui avait pris mon relais, et je voudrais le remercier devant tout le monde pour le travail qu'il fait pour cette Société d'Histoire. Vous le connaissez tous, mais il fait un gros travail dans l'ombre, mais donc qu'il en soit remercié ce soir. Merci à toi. Ah oui, donc après la conférence, l'amiral sera prêt à vous dédicacer ses livres, son roman, si vous le voulez. Voilà. François. Alors merci. Monsieur le Président de la Société d'Histoire. Alors d'abord, on va parler d'histoire, ça c'est clair. On va parler d'histoire mondiale ce soir. On ne va pas parler de l'histoire de Rochefort, même si une grosse partie de mon roman parle de l'histoire de cette ville aussi, du moins d'une période passionnante de l'histoire de cette ville qui est le Second Empire. Parce qu'au-delà de l'histoire du sous-marin, ce que je raconte, c'est un roman historique, mais c'est l'ambiance de la ville de Rochefort sous le Second Empire. Et c'est aussi l'histoire des innovations. Voilà, parce que ça vous transporte dans d'autres contrées que la simple France. Même si, en fait, et ça beaucoup de gens l'ignorent, et moi je l'ignorais aussi, l'histoire des sous-marins n'est pas, contrairement à ce que beaucoup croient, une histoire américaine. En effet, pour beaucoup, même pour moi, avant de découvrir à Rochefort ce sous-marin plongeur devant lequel je suis tombé littéralement dans une maquette, et je ne le connaissais pas. J'en avais jamais entendu parler alors que ça faisait plus de 26 000 heures que je naviguais sur des sous-marins. Dans mon esprit, l'histoire des sous-marins était essentiellement américaine. J'avais entendu parler de Jules Verne, ça, tout le monde connaît 20 milieux sous les mers. Il berce notre enfance. Mais j'avais entendu parler avant un peu du Hunley, un sous-marin de la guerre de sécession qui aurait réussi à couler un bateau de surface nordiste qui s'appelait le USS Housatonic, voilà, et qui avait disparu, et qu'on a retrouvé dans les années 2000, qui était coulé au fond de la baie. Et puis j'avais entendu parler bien sûr de Fulton, où là il y avait un petit peu de relation avec la France, mais Fulton, je vous rappelle, c'était un Américain, voilà, qui avait testé un sous-marin à voile. Il se souvient que le sous-marin Fulton, c'est un sous-marin à voile. Et puis, j'avais entendu parler de la tortue de Bushnell. Tout le monde en tête, cette fameuse tortue utilisée avec une tentative qui date de 1776, en pleine guerre d'indépendance des États-Unis, où il aurait essayé de traverser un fleuve. Et en fait, il n'y est jamais parvenu. À chaque fois, il a été emporté par le courant. Il a failli mourir. Voilà. Donc pour moi, dans mon imaginaire, l'histoire des sous-marins, avant Jules Verne, c'était ça. Et quand je suis tombé nez à nez avec cette chose-là, avec le sous-marin, le plongeur, et que j'ai vu la date 1860, je me suis gratté la tête, et puis je me suis dit, mais moi Jules Verne, c'est de 1870, donc 1872 en fait, même pour être plus précis. Ça colle pas, je comprends pas, j'en ai jamais entendu parler, puis 1860 quand on revient au sous-marin américain, hein, 1864 le Hunley, donc c'est pas du tout, c'est pas cohérent. Et puis si je regarde un peu les dimensions de celui-là, et ça c'était un sous-marin qui faisait 45 mètres de long, ouais, construit en 1860, alors que le Hunley en bas faisait 10-12 mètres. Voilà. Donc on n'est pas dans la même gamme. Et donc ça m'a interpellé. Donc je me suis intéressé à l'histoire des sous-marins avant Jules Verne, et c'est celle que je vous propose de balayer. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de mon roman, sinon personne ne l'achètera. Voilà. Mais je vais vous parler simplement d'une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà. Et aussi plus internationale. Et donc on va balayer ensemble
un certain nombre de ces noms que je vous ai mis sur cette diapositive, qui en fait ont fait l'histoire des sous-marins. Donc, et l'histoire des sous-marins, elle commence bien plus tôt que même Roberto Valturio de 1472, dont on parlera, et on verra, on va l'aborder sous l'angle à la fois technique, quelles sont les problématiques à résoudre quand on veut fabriquer un sous-marin, et on va l'aborder aussi sous l'angle des motivations de tous ces personnages extraordinaires qui ont amené à ce qu'on a vu tout à l'heure, le sous-marin, le plongeur, et qui ont permis ensuite au développement de l'imaginaire de Jules Verne. Donc on va l'aborder avec ce que j'appellerais le temps des précurseurs et des expérimentateurs, où on va voir comment on résout le problème du sous-marin. Ensuite les motivations, et on parlera enfin du plongeur, ce dernier sous-marin, et en quoi il est si extraordinaire, et en quoi il a révolutionné, il est la base, le creuset, qui va ensuite permettre l'arrivée des futurs sous-marins. Alors, la particularité du sous-marin, dans tous les objets mobiles existants de par le monde, et ça c'est vraiment très particulier, c'est que ça a toujours été pensé comme étant un objet pour faire la guerre. Première façon de penser à aller sous l'eau, c'est pour faire la guerre. Prenez une voiture, au début c'est pas pour faire la guerre qu'on fait une voiture pour transporter. Et puis après on l'arme, on en fait un char d'assaut. Un avion, au début, ce n'est pas vraiment exactement pensé pour faire la guerre, ça a été transformé. Alors que là, dès le début, on pense à faire la guerre. Et ça commence très tôt. Et en effet, ça commence avec Alexandre le Grand. C'est la première trace écrite d'activité sous-marine guerrière. Elle se effectue au siège de Tyr. Tyr, c'est une île en Méditerranée, hein, qui résiste à Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, sur les conseils d'un de ses conseillers militaires scientifiques assez connus, hein, de mémoire c'est Aristote, donc vous avez la sculpture en haut, dit globalement, Aristote lui dit, Tyr, vous n'arriverez pas à la conquérir par la mer, c'est impossible, le port est trop puissant. Par contre, on y arrivera peut-être par la terre. Mais avant que la terre n'atteigne Tyr, il va falloir du temps. Parce que Tyr, en fait, en face, c'est une presqu'île qui est en train petit à petit de s'ensabler. Et donc, l'idée, ça va être de rajouter de la terre et de s'approcher petit à petit des murailles de Tyr. Et donc, pour faire ça, ils vont construire des caissons sous-marins pour être en dehors de la portée des armes de la ville. Et ils vont travailler sous l'eau à amener de la terre et à relier Tyr, l'île, à l'isthme qui est en face. Et en effet, en 5 ans, ça va prendre 5 ans, ils vont relier l'île de Tyr à la terre. Et aujourd'hui, la ville de Tyr est en effet reliée totalement. Donc c'est la première trace qu'on retrouve. Ensuite, il faut faire un bond dans le temps parce que l'écriture n'est pas non plus la chose la plus courante. Mais on retrouve une trace intéressante dans un document de Roberto Valturio qui s'appelle De Re Militari. Donc, Roberto Valturio, il écrit essentiellement pour le Doge de Venise, et donc il a l'idée de construire ou de proposer à l'avenir des bateaux sous-marins dont il fait un schéma, en bas là, c'est assez original. Vous voyez, il y a un pseudo-pale, voilà, pour transporter sous l'eau des objets et entre autres des troupes. Voilà. Ensuite viendra Léonard de Vinci qui viendra s'inspirer des travaux de Valturio pour faire d'autres dessins, mais qui sont toujours restés à l'état d'imagination. Toujours dans la théorie, alors même s'il y a eu un petit peu de début de pratique, on arrive à 1648 avec M. John Wilkins, qui est l'un des premiers à conceptualiser les avantages stratégiques du sous-marin. Alors c'est très intéressant parce qu'il en énumère 5, et on les retrouve aujourd'hui. Je ne vais pas vous les citer, on les retrouve aujourd'hui parfaitement. Le seul point qui n'est pas très militaire là-dedans, c'est l'exploration des fonds.
que vient faire l'exploration des fonds là-dedans? On peut se poser la question. Voilà. L'autre point qui n'apparaît pas dans la réflexion stratégique de l'époque, c'est le concept de dissuasion. Par de discrétion, par de sûreté. C'est sûr que quand on est sous l'eau et qu'on n'est pas vu, on est discret. Quand on est sous l'eau et que on a mis quelque chose sous l'eau avant d'aller le chercher, c'est compliqué pour l'adversaire, donc on est dans une situation sûre. On peut en effet miner, attaquer, ravitailler, etc. Après arrivent les premières vraies pratiques, premières vraies tentatives. On en a parlé, 1772, la tortue. Ça reviendra en 1776 avec l'essai de Ezrali. Ezrali, c'est le monsieur qui va aller dans la tortue. Hein. Voilà, il est courageux. Et puis, en effet, ils vont avoir plusieurs échecs, et notamment sur le Eagle. Et puis, plus tard, va arriver une grosse expérience, ça va être l'expérience du Dorothée, faite par Fulton. Alors, je vais la raconter assez rapidement. Juste une petite incartade. Dès 1778, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur de Beaugenais, qui est un noble français, qui écrit en fait à son roi en disant nous sommes en guerre contre l'Angleterre, c'est l'époque de la guerre d'indépendance des États-Unis, et j'ai une proposition à vous faire. On va construire des navires pour aller sous l'eau, et on va remonter avec ça la Tamise, et on va faire surface simplement dans la baie devant le port de Londres. Et rien que par notre seule présence, les forces anglaises vont signer la paix. Et donc là, on commence à toucher un petit peu ce fameux concept de dissuasion en 1778. C'est la première fois où on commence à dire, par l'effet de la peur, l'autre va rendre les armes. Voilà. Alors, je reviens vite fait sur l'expérience du Dorothée. C'était quoi l'expérience du Dorothée? C'est Fulton qui, par dépit de ses échecs successifs avec les Français pour essayer de vendre son sous-marin à voile, qui leur a fait fonctionner, hein, on l'a testé, etc. Mais pour d'autres raisons, il y a eu des échecs. Enfin, on n'a pas conclu de contrat avec lui. Il est allé voir les Anglais et il a essayé de le vendre aux Britanniques. Et de la même façon qu'avec les Français, il n'y a pas eu de conclusion de contrat, si vous voulez, de passer entre M. Fulton et le gouvernement anglais. En revanche, il y a eu une expérience qui était un petit peu plus soutenue que celle qu'il avait menée à la fois au Havre et puis à Camaret. Il a fait des essais sur la Tamise devant le château du Premier ministre de l'époque britannique, où il avait fait mouiller un vieux bateau qu'on pouvait plus, qui s'appelait la Dorothée. Et avec son sous-marin à voile, en surface, il s'est approché, puis, arrivant pas trop loin, il a rentré les mâts, hein, son mât, c'était un mât rabattable, comme sur les bateaux qui remontent la Dordogne, hein, c'est pareil, c'est exactement le même type de bateau, hein, bateau de 8 mètres, avec un mât rabattable, des sacs. Et puis, le bateau avait la particularité d'être étanche, de se fermer, et de pouvoir s'alourdir. Et avec la vitesse qu'il avait dû bien calculer son cours, il s'est enfoncé sous l'eau, et il est passé sous la coque du Dorothée. Mais derrière lui, il tractait, avec une longue corde, une mine. Et la mine, elle a pété. Et là, devant les yeux ébahis du Premier ministre anglais, qui venait de refuser le contrat, il a vu exploser un bateau devant sa propriété, et M. Fulton, qui a fait surface juste derrière, et qui lui a dit messieurs les Anglais, au revoir. Voilà. Il est retourné ensuite aux États-Unis. Non. Donc après avoir vu la problématique, on va dire un peu théorique de ce que c'est qu'un sous-marin, à quoi ça peut servir, on va s'intéresser aux problèmes pratiques. Donc le premier des problèmes pratiques à résoudre, c'est l'étanchéité. Et le deuxième des problèmes pratiques à résoudre, c'est l'équilibre. Le propre d'un sous-marin, c'est que c'est comme un ballon dirigeable. Globalement, quand vous mettez
l'objet dans un liquide. Vous connaissez tous la fameuse formule d'Archimède, tout corps plongé dans un liquide on ressort mouillé, on reçoit une force égale au volume d'eau qui se déplace, inversement proportionnelle, et qui s'exerce au niveau du centre de poussée, et non pas au niveau du centre de gravité. Le poussée, c'est pas la même chose que le centre de gravité. Donc, l'une des difficultés, c'est que cet équilibre, si vous avez entendu tout ce que je viens de dire, c'est que c'est un équilibre instable. Pourquoi? Parce que quand vous immergez un objet sous l'eau, il reçoit la pression du liquide, et plus vous l'immergez profond, plus il reçoit de pression, et moins il occupe de volume d'eau. S'il occupe moins de volume d'eau que le poids qu'il avait précédemment, il n'y a plus d'équilibre, donc il coule. Et donc plus il coule, plus il coule. Alors, à contrario, à l'inverse, si jamais il remonte un tant soit peu, il se passe les phénomènes inverses, plus il monte, plus il monte. Donc c'est un équilibre instable. Et ça pose une vraie difficulté, ça veut dire qu'il faut en permanence jouer avec le volume, le poids du sous-marin. D'accord ? Et donc, les premiers à avoir trouvé des systèmes ingénieux pour faire varier rapidement le poids d'un sous-marin, c'était M. William Bourne en 1578, qui développe sur un axe vertical, dans un bateau qu'il a étanchéifié comme il a pu, sur lequel il a mis, je vais essayer de mettre de l'autre côté, sur lequel il a mis ici, il a percé des trous qui arrivent dans des vessies, d'accord, ici c'est des vessies en cuir, et ici vous avez des genres de flasques en bois, et avec des vis sans fin, il régule en permanence, si vous voulez, le poids qu'il représente. Et donc avec ça, il s'est enfoncé sous l'eau à la verticale et il est remonté. D'accord ? Donc il a trouvé un système pour réguler assez rapidement le poids. Ensuite, on a inventé des pompes, on a inventé plein de choses. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'une des difficultés, c'est en effet d'être en mesure de calculer son poids, de le représenter et de réussir cet équilibre rapidement. Donc il faut des systèmes de pompage et d'admission de l'eau rapide dans le bateau. L'une autre façon de trouver cet équilibre, et on le verra plus tard, c'est que, puisque l'équilibre est instable, il faut introduire un troisième vecteur. Et ce vecteur, c'est le vecteur vitesse. Vous introduisez le vecteur vitesse dans l'équation globale, vous pouvez, avec l'aide d'ailerons, comme un ballon, comme un avion, vous sustenter. Voilà. Et donc, un sous-marin, une fois qu'on a trouvé un équilibre approximatif, ensuite on va plutôt jouer sur les ailerons de plongée. L'autre problème, on l'a vu tout à l'heure, c'était l'étanchéité. L'étanchéité, c'est pas si simple que ça, parce que les bateaux en bois, c'est comme les barriques, c'est pas super étanche non plus, ça peut bouger. Puis en plus de ça, si vous vous soumettez à des chocs, en tapant le fond, ou si vous lui infligez une pression, ça peut fuir. Et quand ça fuit, là, ça pose vite des problèmes d'ordonnancement. Alors il y en a qui, tout a été essayé, ça a été d'abord le bois suifé, du bois avec du suifé autour, le bois doublé cuir, le bois serti de cuivre pour empêcher qu'il s'écarte, jusqu'à la coque de métal rivetée. Alors malheureusement il y en a beaucoup qui ont essayé, et il y en a beaucoup qui sont morts. Vous avez la liste de ceux qui sont morts, entre autres, d'ailleurs un certain monsieur Dr Petit qui avait essayé son sous-marin sur la Somme en 1839 et qui malheureusement n'est jamais remonté. Voilà. Et puis il y a ceux qui ont eu des problèmes, mais qui ont survécu quand même. Alors, quelques cas intéressants. Monsieur Nikonov, Yefim Prokopievitch, voilà, c'était un russe, son nom l'indique, qui est devenu d'ailleurs le charpentier du tsar, qui aurait construit un sous-marin dont vous voyez à peu près une réplique, ça c'est une réplique de ce sous-marin, qu'il aurait testé dans un des fleuves à Saint-Pétersbourg, il ne devait pas faire chaud, voilà,
Alors, la particularité, c'est que, en effet, son sous-marin n'a pas fonctionné, hein, c'est un sous-marin à rame. Alors, là, vous rigolez, mais... Il n'a pas fonctionné, non pas à cause des rames, il n'a pas fonctionné parce qu'en fait, il a perdu l'étanchéité. Arrivé au radeau, ça allait. Donc, tant qu'il était au radeau, il avait une petite maisonnette là, avec, où il pouvait regarder avec des fenêtres à l'extérieur pour se diriger. Et en fait, ça lui a servi, mais pas de la façon dont il pensait. Parce que quand il a plongé, il a mal réussi à réguler son poids. Le sous-marin est descendu jusqu'au fond et arrivé au fond, bing. Et là, le tonneau en question, avec la pression plus le choc, il a perdu l'étanchéité. Donc l'eau a commencé à rentrer à bord. Donc grosse panique. En fait, Nikonov, il n'a pas trop paniqué. Il s'est mis la tête dans la petite maisonnette que vous avez en haut. Et puis il a attendu. Il a attendu que l'eau rentre complètement dans la coque. Et une fois que l'eau était rentrée, il avait suffisamment équilibré la pression intérieure et la pression extérieure du sous-marin. Il a ouvert la trappe qu'il pouvait et il est remonté. Voilà. Et il s'en est sorti comme ça. Alors, le tsar lui a dit « Oh, c'est extraordinaire, vous avez pu aller sous l'eau et remonter, etc. Vous allez m'en construire 10 et vous les essayez tous. » Il n'a jamais accepté. Ça s'est mal fini pour lui, hein, quand même. Même s'il n'a pas accepté, il a terminé après l'insistance du tsar pendant plusieurs années, parce qu'en fait il a refusé pendant plusieurs années. Il a terminé en Sibérie. Alors après, vous avez, dans la même ordre de grandeur, vous avez un grand monsieur du monde sous-marin, hein, qui s'appelle monsieur Wilhelm Bauer. Donc lui, il a testé un sous-marin en métal, que vous avez en bas. C'est réellement le sous-marin qu'il a testé, sur lequel il a fait ses essais. Hein. Ça s'appelle le Brandtaurer. De mémoire, ça veut dire diable marin, je crois. Ce sous-marin est aujourd'hui au musée de Hambourg. Il l'a testé au ras de l'eau dans le port d'Hambourg à l'époque où les fédérations d'Allemagne, parce que c'était la fédération d'Allemagne, étaient en guerre contre le Danemark. Ça se passait pas très bien pour les Allemands. Et puis le jour où il a testé son truc pour faire peur aux bateaux danois, les Danois sont partis. Et donc on l'a remercié. Donc il a refait des expériences par la suite. Expériences dont une, entre autres, s'est pas bien passée. Elle s'est passée exactement comme dans le cas de Nikonov, avec l'eau qui rentre à bord. Ils étaient 3 à bord de ce petit objet qui fait 3 mètres de haut environ, hein, et 5-6 mètres de long. Et là, il a réussi à calmer les 2 personnes qui étaient avec lui. Ils sont sortis exactement de la même façon. Et ils ont été saufs. Wilhelm Bauer a ensuite essayé de vendre plusieurs de ses sous-marins aux Russes pendant la guerre de Crimée. Voilà, il a été même essayé de le vendre en Angleterre, en France, voilà, sans trop de succès. Malheureusement pour lui, il est décédé dans la misère. Il a consacré toute sa fortune à essayer d'en gagner avec son sous-marin. Donc on a vu c'était des problèmes à résoudre, mais avec le sous-marin en métal rifté que vous avez vu, on commence, avec le sous-marin de Bauer, parce qu'il en a quand même, lui, il avait fait 160 sorties, donc c'est quand même pas rien, on commence à maîtriser le problème de l'étanchéité. Ensuite, il y a un autre problème, qui est de respirer et de travailler sous l'eau. Le problème, c'est que, évidemment, lorsque vous êtes sous l'eau, assez vite, vous avez du mal à respirer. Vous n'êtes pas des poissons, moi non plus. Et donc, il a fallu apprendre à maîtriser la respiration et à maîtriser les gaz toxiques qui pouvaient exister dans l'atmosphère au bout d'un certain temps par notre propre respiration. Donc ça a commencé avec celui qui s'appelait Franz Kessler en 1616. Alors, qui théorise avec son Wasserharnisch, c'est une cloche sous-marine, hein. Ça existait avant, donc, voilà. Sauf que lui c'est le premier à théoriser réellement et avec des expériences le temps
l'on peut rester sous l'eau en fonction du volume d'air qu'on a emmagasiné au début. Voilà. C'est les premières tables, on va dire, j'ai mis tant d'air au début, je peux rester tant de temps. C'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une bonne connaissance de nos capacités respiratoires. Ça a été ensuite redéveloppé par M. Denis Papin, qui a un projet de sous-marin. Alors, Denis Papin a travaillé sur un projet de sous-marin qui est arrivé au bout, qui s'appelait, alors ne rigoyez pas, l'Urinator. C'est le vrai nom qu'il lui avait donné. C'est lié à la forme de l'objet, d'un point de vue théorique. Alors la particularité de l'Urinator de Denis Papin, c'est que, outre, il met réellement en équation la problématique du sous-marin. Lui, il pose des équations et il voit comment le volume se contracte, etc. Il pose même des équations pour la respiration. C'est un mathématicien. Et il a l'idée, sur son urinator, d'avoir un tuyau qui le relie à l'atmosphère extérieure. Voilà. Donc ça peut marcher assez bien lorsque vous êtes au ras de l'eau. Mais si vous plongez profond, ça ne marche plus, parce que vous avez la pression de l'eau qui devient supérieure à la pression de l'air au-dessus, et vous allez vous tirer sur votre queue. Donc il faut une pompe. Et donc son idée, c'est de rajouter une pompe. Et tout ça va être très vite utilisé d'ailleurs par M. Fréminet. M. Fréminet, il développe le scaphandre que vous voyez en bas là. Avec ça, il va au fond de l'eau. Il est accompagné d'un genre de grand tonneau dans lequel il y a un gros soufflet de forge qui est manipulé, qui est lesté, et qui lui permet de faire une induction d'air pour contrer la pression de l'eau. Monsieur Fréminet, accessoirement, il va plonger sous le pont Marie à Paris, par 16 mètres de fond, pour aller travailler sur les piles du pont. Et il va gagner sa vie comme ça. Et il va faire très longtemps à gagner sa vie comme ça. Il va développer une société pour entretenir les ponts de Paris. Alors, autre personne qui cherche à travailler sous l'eau, parce que c'est gentil, on commence à maîtriser un petit peu la respiration, il y a la problématique du travail. Donc ça va être M. John Lesbridge qui va chercher, avec son genre de tonneau tracté une grande grue, le trésor du Slot der Hughe. C'est un voilier hollandais qui aura coulé au large du Portugal avec plein de lingots d'argent. Donc il va aller les récupérer. Et pour ça, il a développé son outil qui revient à un genre de caisson fixe. Alors plus tard, en 1844, on se rapproche quand même de très près de notre 1860. Il y a des travaux très intéressants d'un monsieur qui s'appelle M. Lavoisier, où il met en évidence la présence de ce qu'on appelle à l'époque le gaz charbonneux. Le gaz charbonneux. En fait, le CO2, donc à l'aide de la potasse caustique et donc du lait chaud. Et donc il met en évidence la présence de CO2, mais ça va au-delà, c'est-à-dire que derrière, on commence à faire des calculs de présence, de temps de CO2 dans l'atmosphère. On commence à avoir des idées de traitement du gaz carbonique par le passage dans le lait chaud, parce que quand vous le faites, en même temps, vous dégagez de l'oxygène, en faible quantité, mais et plus vous brassez, plus ça marche. Donc on commence à avoir des idées de traiter l'atmosphère pour pouvoir respirer plus longtemps. Ça va être utilisé sur un engin français encore. En fait, il y en a beaucoup de trucs français quand même. C'est pas très américain. Sur l'hydrostat de Payerne. Donc l'hydrostat de Payerne, c'est un truc qui devait être statique. Après, il a voulu essayer de mettre une hélice derrière, mais ça n'a jamais fonctionné. Qui était un appareil, une genre de cloche pour aller sous l'eau, mais dans lequel il rajoutait en effet de la potasse caustique et qui était brassée, etc., qui permettait d'augmenter le temps de présence sous l'eau. Voilà. Et avec cet appareil, en fait, il a fait la nique à M. Fréminet, tout simplement, dont la société a disparu. Et il l'a remplacé purement et simplement. Une fois qu'on a dit tout ça, on a appris à équilibrer son poids, on est devenu étanche et on sait à peu près respirer. Mais il y a quand même un challenge important. C'est bien de le faire
on est restant à peu près poste fixe. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, en introduisant un vecteur vitesse, ça va mieux se passer. Et ben il faut apprendre à se mouvoir sous l'eau. Et donc là, il y a eu plein de tentatives différentes. Il y a eu les tentatives des rames. La première, c'est celle de Cornelius van Drebel. Donc le Drebel, c'est le sous-marin que vous avez en bas à rame. Hein. C'était un sous-marin, une tentative anglaise sur la Tamise. Les Anglais disent que Drebel a réussi à traverser la Tamise avec ce sous-marin. Il y a eu une expérience avec le même, hein, parce que c'est exact, ils ont reproduit. On n'a jamais beaucoup avancé. On ne sait pas si réellement Drebel a été. C'était un sous-marin qui en fait était au radeau. Il ne plongeait pas du tout. Le haut était tout le temps au radeau. Alors d'autres tentatives intéressantes, M. Castera avait l'idée de faire un genre de cloche sous-marine aussi, avec des roues pour aller au fond, et un genre de vilebrequin pour avancer sous l'eau. Voilà, c'est original. Il n'y avait qu'un seul homme dedans, hein. Donc ça n'allait pas non plus très vite. Dès qu'il y avait un obstacle sous-marin, ça ne marchait pas. Alors Monsieur Desson, donc ça vous avez peut-être déjà vu ce schéma. C'est un bateau sous-marin en fait, au radeau aussi, qui a été fabriqué par un Français. Monsieur Desson, il est français. Bon, il est français plutôt dans le nord, du côté de Hanovre. Et à l'époque, c'était la France. C'était un peu particulier. Et donc, il va vendre ce concept de bateau à ressort. En fait, l'idée, c'est vous tournez une corde, vous utilisez le ressort, et lorsque ça va se détendre, ça va entraîner une roue qui va faire avancer ce bateau qui était quasiment totalement immergé, dont le petit pont était au radeau aussi. Il va vendre ce concept. Alors, il est très intelligent, M. Desson, parce qu'aujourd'hui, on sait que ce bateau, il l'a vendu au moins 4 ou 5 fois, à 4 ou 5 personnes différentes. Où il les a invités à venir voir une démonstration de ce bateau, du fonctionnement de ce bateau sur la Meuse. Les gens sont arrivés, ils se sont retrouvés à 4 ou 5 sur le bord de la Meuse. M. Desson n'est jamais venu. En fait, c'était une escroquerie. On sait que c'était une escroquerie. Pour autant, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis, il y a des gens qui ont essayé de refaire, des Hollandais qui ont refait ce bateau, dans le concept, etc., en s'appuyant sur les quelques dessins qu'ils avaient. Ils l'ont testé et ça a marché. Donc en fait, c'était une semi-escroquerie. Voilà. Après, vous avez évidemment l'arrivée de l'hélice, d'abord entraînée par Vilebrequin. Alors là, on doit, tout le monde pense hélice, la plupart des gens, si vous tapez hélice, vous allez voir un monteur d'hélice, vous allez voir Bushnell. Même que pour les sous-marins, dans la réalité, M. Bushnell n'a pas du tout inventé l'hélice. Il l'a juste utilisé sur les bateaux. Parce que le vrai inventeur de l'hélice, c'est un Français qui s'appelle Daniel Bernoulli. L'inventeur, c'est lui. Après, la mise en série sur les bateaux, c'est Bushnell. Hein, c'est pas tout à fait pareil. Et puis d'autres concepts très rigolos, comme des évolutions de machines à poudre, ou des machines au peroxyde. Alors, le peroxyde, c'est un produit très intéressant, parce que lorsque vous faites brûler du peroxyde, d'abord ça dégage beaucoup d'énergie et ça permet en effet d'alimenter éventuellement un moteur par les gaz. Mais les gaz que ça dégage, c'est de l'oxygène. Et là, d'un coup, on se dit « Ah, ça c'est pas mal sur un sous-marin ». C'est vrai que c'est pas mal, ça peut être bien, mais ça reste dangereux. Les courses que s'en souvient, les torpilles qui ont explosé étaient au peroxyde. En fait, le problème du peroxyde, c'est que, au-delà de l'inflammation, c'est le simple contact avec l'eau peut entraîner le démarrage de la combustion. Et là, le problème sur un sous-marin, c'est pas si évident que ça. Pendant longtemps, on a utilisé quand même des torpilles au peroxyde, hein, parce que c'était très efficace. Et puis, il y a eu la martenote, un objet très complexe, je ne sais même pas comment ça peut marcher. On fait quelques études d'ingénieur. Ça s'apparente plutôt à un objet, une trajectoire complexe qui reproduit l'effet de la godille de façon mécanique. Voilà. C'est un sujet assez intéressant. Voilà. Donc vous avez l'inventeur alors, la martenote, c'est Mérigon-Montgéry, en français, 1828. Les premières machines à poudre au peroxyde, ça a été développé sur un essai de sous-marin, en effet, ce qui s'appelait l'Ictineo de Narcisse Monturiol, qui est un Espagnol,
Donc qui va faire un sous-marin qui fonctionnera pas trop mal dans les années 1870, 10 ans après le plongeur. Mais qui sera, c'est un tout petit objet. Alors on a déjà vu pas mal de choses sur comment résoudre la problématique, comment ça s'est fait petit à petit, et on a vu pas mal de personnages. Donc on peut s'intéresser maintenant à tout ce qui pouvait les motiver. Alors, pour retenir, il y a 3 grandes particularités de la motivation de ces gens-là. Hein. La curiosité intellectuelle, je pense que vous avez commencé à voir pourquoi. La motivation patriote, on va en parler, et puis la motivation financière. Tous les gens dont on vient de parler jusqu'à présent regroupent plus ou moins ces 3 points, généralement les 3 ensemble. Voilà. Et ils sont tous privés. Ce sont tous des investisseurs privés. Il n'y a pas d'État là-dedans. Jamais. D'accord ? Donc je vous propose de les balayer assez rapidement. Donc, les scientifiques, avec le Drebel, donc vous avez le sous-marin à rame anglais là, il y a un monsieur qui travaille sur son concept de rame pour se mettre un peu, faire des équations mathématiques sur la forme de la rame. Ce monsieur, c'est un monsieur qui s'appelle John Napier. Ça vous parle? Le logarithme népérien. En français, on l'appelle Jean Népère. Il est anglais, hein. John Napier, je confirme, il est bien anglais. Et donc, c'est lui qui va travailler sur la forme de ces rames, qui sont malgré tout intéressantes. Ensuite, vous avez un Français qui s'appelle Marin de Mersenne, qui lui aussi va s'intéresser, il va travailler sur tout ce qui est sauveur d'épaves dans les années qu'on a vues. En fait, il va être sur plusieurs projets. Il va être en contact avec plein d'inventeurs différents. Et la particularité de Marin de Mersenne, c'est que c'est le premier à mettre en équation les premières lois de l'acoustique. Parce qu'il s'est aperçu déjà à l'époque que sous l'eau, le bruit n'était pas pareil. Ça allait plus vite. Juste pour information, donc la vitesse du son dans l'eau est de 1500 mètres à la seconde. Dans l'air, c'est 330. Donc dans l'eau, ça va 5 fois plus vite le son que dans l'air. Et en plus de ça, l'atténuation n'est pas du tout la même. Il suffit de mettre vos oreilles dans votre baignoire, vous avez tous fait cette expérience-là quand vous étiez petit, et vous vous apercevez qu'en tapant sur le côté de la baignoire, ça fait un son très drôle, beaucoup plus fort que d'habitude. Voilà. Et ben, il a travaillé là-dessus, et ça commence déjà quand même en 1600. Quoi. Ensuite, vous avez M. John Wilkins, on en a déjà parlé, je vous ai montré tout à l'heure, c'est le théoricien des concepts de à quoi ça sert un sous-marin. Alors lui, il écrit ça dans quoi? En fait, dans une revue de mathématiques, dans un livre qui s'appelle Les mathématiques magiques. Voilà. Et en fait, à l'origine, avant de parler de concept de sous-marin, c'est avant tout un mathématicien. Je ne reviens pas sur Daniel Bernoulli, Lavoisier, Denis Papin. C'est pas mal de scientifiques quand même tout ça. Et c'est beaucoup de français quand même. La motivation patriote. On l'a souvent évoqué. Elle est extrêmement puissante chez ces gens-là. Tous sont dans des situations d'État qui vont pas bien, qui sont en grande difficulté militaire, et ça explique en grande partie le niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre. Le seul truc, c'est qu'en effet, c'est extrêmement dangereux. Ils prennent énormément de risques. Alors, je ne reviens pas sur Ezra-Ali et la tortue de Bushnell, on en a déjà parlé. Là, vous avez une photo, enfin une gravure de Wilhelm Bauer et de son Grand Torer en train de couler. Hein, un dessin fait, pris dans un journal allemand de l'époque. Et puis là, vous avez en haut à droite le Hunley, avec les 8 reconstitutions de portraits des hommes qui sont décédés à bord, parce qu'on les a retrouvés, et on a reconstitué leurs portraits. C'est une aventure extraordinaire. Ce sous-marin, avant de provoquer la mort de ces 8 hommes, avait déjà coulé par 3 fois, et entraîné autant de morts à chaque fois. Et à chaque fois avait été ressorti de l'eau et remis en route. C'est vous dire la motivation qu'il fallait à ces 8 hommes, sachant que le sous-marin avait déjà coulé, pour avoir envie d'y aller, quoi.
Ça se passe pendant la guerre de sécession. 1864. Voilà. Dernière motivation, la motivation financière. On en a parlé, ils ont tous envie quand même de gagner de l'argent parce que ils prennent des risques, mais il faut que ça rapporte parce qu'ils ont investi. Ça coûte cher de construire un truc comme ça. Il faut acheter le bois, il faut acheter le métal, il faut passer du temps. Enfin bref, il faut vivre. Alors évidemment, la motivation financière, vous la retrouvez très vite. Là, vous avez une illustration du sous-marinier qui est en train d'essayer de récupérer les lingots d'argent. Là, c'est très clair. Aller sous l'eau, c'est avoir accès au trésor immergé. C'est le premier objet auquel on pense. Aller chercher ce qui a déjà été fabriqué par l'autre. Ça fera moins de boulot. Autre exemple, Tayern qui tue la société de Fremont et qui développe son sous-marin. Alors, on voit en bas, en statique, et la tentative en dynamique qui n'a jamais fonctionné. Je reviens rapidement sur une sculpture de Fulton. Sur Monsieur Fulton. Monsieur Fulton, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce monsieur. Au début, c'est un Américain qui est issu d'une famille assez bourgeoise d'origine anglaise, dont le papa de M. Fulton, fait partie des héros de la guerre d'indépendance, même s'il est d'origine anglaise. Et M. Fulton, il est plutôt milieu bourgeois, il est destiné à faire de l'art. Il fait de l'aquarelle, entre autres. Trouver des belles aquarelles de lui. Donc il est envoyé pour faire des études d'art en Angleterre par ses parents dans les années 1790. Et arrivé en Angleterre, il commence à se faire un petit nom sur ses petites aquarelles. Mais bon, il n'a pas non plus un talent phénoménal. Et en 1789-1790, c'est la Révolution française. Et là, il dit, c'est la chance de ma vie. Il faut que j'aille en France. Parce que je veux faire sur les traces de mon papa qui a fait la guerre d'indépendance, je veux vivre cette expérience comme lui. Donc il va en France, et donc là il commence à fréquenter les salons. Parce qu'il est quand même aisé. Dans les salons, il rencontre les scientifiques dont on a parlé, il rencontre Bernoulli, enfin tous les noms dont on a parlé là sur l'époque un petit peu bizarre. Et donc lui vient l'idée, en effet, de faire son bateau, son sous-marin à voile. Donc en fait, il prend un voilier, donc il dit on va étanchéifier le pont du dessus, parce qu'en dessous c'est bon. On va avoir une voile qui se rabat, et puis avec ça, on va essayer de vendre le concept. Donc il se présente avec cette idée-là, d'abord de façon totalement théorique, auprès de, à l'époque c'était auprès de la Convention, c'était pas encore... donc il va voir la Convention et puis le gouvernement de la Convention dit bah, ça m'intéresse en effet parce que moi j'ai des petits problèmes avec les Anglais, ils sont méchants avec moi. On va regarder de près votre affaire. Et donc il y a un début de négociation. Donc l'idée de M. Fulton, c'est avant tout de vendre son concept, de demander à l'État français de lui donner de l'argent. Avec cet argent, il va pouvoir fabriquer son bateau. Une fois qu'il aura fabriqué son bateau, il va dire à l'État français je l'ai fabriqué, je vous démontre que ça marche. Je vais en fabriquer d'autres. Et chaque fois que je coulerai un navire anglais, vous me rémunérerez au nombre de canons coulés. D'accord ? C'est un concept de mercenaire. Et d'ailleurs, il ne veut surtout pas que ce soit des marins français c'est lui-même qui va choisir ses marins. Et voilà, c'est ça son idée. Et donc il essaye de vendre ça à la Convention, et évidemment, la Convention début à mi-août, donc ils vont dire, on va faire des essais. Donc on met une commission, on met quand même un petit peu d'argent pour construire le premier du type, et on va aller l'essayer. Premier essai, pas super concluant, en plus de ça, ils vendent trop cher, donc les négociations s'arrêtent, et puis elles s'arrêtent aussi, parce que simplement, le gouvernement français à l'époque n'est pas super stable, il est assez... vous savez, même ici, il est profondeur. Donc ça échoue. Donc nouveau gouvernement, bingo, après la Convention, autre gouvernement. On va avoir après la Convention, c'est là.
Là. Le directoire. Le directoire. Oui. Et après, c'est le consulat. Donc, on va voir le directoire. Au directoire, bis repetita, et on va un peu plus loin dans les essais. Donc là, on va faire les essais dans la Seine. Waouh. On crée une nouvelle commission avec encore plus de scientifiques qui commencent quand même à s'intéresser à son concept, parce qu'il n'est pas si mauvais que ça. Nouvelle négociation financière, et elle achoppe sur quoi? Sur le prix. En fait, c'est l'argent, il demande trop cher. Il demande beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, nouveau gouvernement, troisième essai, avec le consulat. Et de nouveau, là, on va essayer le sous-marin à Camaret. Voilà. Et là, c'est pas Napoléon qui décide, c'est son ministre. C'est son ministre qui décide et qui va dire « Monsieur, c'est terminé, vous en demandez vraiment, vraiment trop cher. Votre concept, on l'a testé, retesté, c'est la troisième fois qu'on... Ça marche, on pense que ça peut marcher. Mais ça reste douteux sur l'effet réel. Il va falloir en produire beaucoup. Ça va nous coûter très cher. Et au final, je ne pense pas que ça va changer la guerre sur nous. Et donc, troisième échec, essentiellement pour des raisons financières. Et donc Fulton, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va essayer de vendre à des Anglais. Et ça ne marche pas non plus. Toujours pour l'argent. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, il va se passer en effet quelque chose d'assez particulier. On va arriver au moment du Second Empire, avec un État et un empereur qui est très orienté sur le monde maritime et le fait maritime. La grande apogée de la marine française, dans la réalité, c'est le Second Empire. Napoléon III ne pense que marine. Il pense marine et il pense Angleterre. C'est le moment où on est copains avec les Anglais. On est super copains. On va même faire la guerre de Crimée ensemble contre les Russes. Et on finit par la gagner. Difficilement, mais on finit par la gagner. Quoique plus vite que celle qui est en cours en ce moment. C'est un autre problème. La révolution plongeur et le temps des États. Ben oui, c'est la première fois qu'un État va se saisir de la problématique sous-marine. Et donc là, on va, pour faire plein de péripéties, va se créer un concours pour recueillir plein d'expériences ou plein d'idées de gens qui ont des idées sur les sous-marins. Et il va être sélectionné dans ce concours un projet particulier qui a été en partie, le concours a été initié sur l'idée de l'amiral Bourgois, qui à l'époque était capitaine de vaisseau. Et le gagnant du concours, ça va être M. Charles Brun, qui est un ingénieur qui est de Rochefort. Et donc en fait, la particularité de ce sous-marin, c'est que c'est à la fois le bon moment, parce que l'État se saisit du sujet, c'est aussi le bon moment parce que il y a trois caractères particuliers qui vont se rencontrer sur ce projet. Il y a le caractère du, on va dire, de celui qui a un peu l'idée, un peu folle, qu'on appellerait aujourd'hui l'inventeur, celui qui est l'ingénieur, voilà, et le promoteur, celui qui est capable de la vendre. Et donc, la particularité d'un projet innovant, c'est que, même aujourd'hui, il faut la réunion de ces trois caractères. Ils sont rarement présents dans une seule et même personne. Il faut souvent plusieurs personnes pour créer une innovation de cette ampleur-là. Et donc, c'est de ça. Et l'autre particularité, c'est qu'ils disposent d'un arsenal. Et donc, comme ils disposent d'un arsenal, ils vont pouvoir faire une vraie approche méthodique de la conception. C'est très impressionnant à quel point, quand on lit à la fois le projet, ce qu'il a amené, la façon dont a été pensée la construction, la façon dont on a pensé la manière de conduire les essais, tout ça est vraiment très méthodique. Même l'enregistrement est méthodique. C'est la raison pour laquelle ce n'était pas très difficile pour moi dans le roman de raconter l'histoire du sous-marin. D'ailleurs, ce n'est pas le seul intérêt du roman. Voilà.
parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'archives. L'autre particularité, même si elles étaient oubliées, il y a beaucoup d'archives, mais personne ne sait où elles sont, et il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à les rassembler et à avoir une vue globale. L'autre particularité, c'est que ce sous-marin, il change quand même complètement les dimensions. Jusqu'à présent, tous les sous-marins dont on a parlé, c'était des petites tentatives, des trucs qui faisaient une dizaine de mètres de long, un ou deux bonhommes. Là, on rentre dans une autre dimension. Le sous-marin, il fait 45 mètres de long. 13 hommes d'équipage, jusqu'à 22 personnes à bord pendant les essais. Donc on n'est plus du tout pareil, quoi. Et en fait, ce changement de dimension va mettre en exergue d'autres problèmes. Des problématiques de dimension des ailerons, des problématiques de rapidité de pompage et d'admission et de vidange. Enfin, tout un tas de problématiques qui vont être mises en avant. L'autre problématique, c'est que quand vous avez un gros bateau, il faut quand même le bouger. Et donc, il faut absolument résoudre la problématique de la propulsion. Terminer la propulsion à la main, pas possible. Et donc, on va passer à autre chose. Voilà. Et c'est en ça que le plongeur est vraiment une révolution. Alors, c'est lié, en effet, à une conception s'appuyant sur une synthèse historique et une réflexion capacitaire. Ça, c'est important. L'amiral Bourgois, dont vous avez une photo en costume de préfet maritime, parce qu'il a été préfet maritime à Brest avant d'être sénateur. L'amiral Bourgois, il a la particularité d'abord d'être un ingénieur, très clairement. Lui aussi, il a une formation d'ingénieur. Il a passé pas mal de temps de sa vie en Angleterre à étudier la machine à vapeur. Enfin, il a une vie extrêmement riche. Beaucoup d'écrits de l'amiral Bourgois, c'est vraiment un homme passionnant. Et surtout, il a une très grande connaissance historique de ce qui s'est passé avant. Et c'est la première fois où quelqu'un, qui s'appelle Bourgois, va rédiger une synthèse des expériences sous-marines précédentes. Et donc tout ce que je vous ai raconté, en grande partie, de la même façon, etc., est raconté d'abord par l'amiral Bourgois. C'est le premier à le faire. Et il fait la synthèse sous la même forme que je vous ai faite. Quelles sont mes problématiques à résoudre? Et donc il va faire une résolution par partie. En fait, il a une conception scientifique, donc quand on a un problème complexe, on cherche à le résoudre par partie. Voilà. Il va décomposer le problème en fonctions élémentaires, comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Autre particularité, c'est que ça reste un militaire qui a une vision claire des objectifs. Et donc, en fait, il va adapter, il va partir d'un objectif tactique, tout bête, c'est-à-dire, mon problème, c'est de protéger, de dissuader ou d'empêcher une force qui viendrait au mouillage devant un port, de bombarder ce port. L'exemple qu'il a en tête, c'est la bataille de Kinburn, ou Kilburn. Ça ne vous parle pas, cette bataille, j'imagine, pour beaucoup, sauf ceux qui ont déjà lu le roman. Cette bataille, elle se déroule pendant la guerre de Crimée. À l'embouchure du Dniepr, maintenant vous savez tous où est le Dniepr, c'est pas pour parler. À l'embouchure du Dniepr, il y a une grande bande sableuse, en fait, et au bout de cette embouchure, il y a un fort que les Russes jugeaient imprenable. Et donc les forces françaises et anglaises, enfin britanniques de l'époque, vont déployer une flotte pendant qu'il y a le siège de Sébastopol, etc. Et ils vont aller devant ce port extraordinaire, ils vont le bombarder. Ils vont le bombarder avec des nouveaux obus. Les obus, en fait, extraordinaires, c'était la création des premiers vrais obus, c'est-à-dire à charge explosive. Jusqu'à présent, le boulet, c'était juste un objet métallique qu'on propulsait. Là, on arrive avec les premiers obus explosifs. C'est-à-dire que le boulet explose une fois qu'il est à l'intérieur de la forteresse, une fois qu'il a commencé à la pénétrer. Et dans ce cas-là, les effets sont dévastateurs. Et donc, c'est pas la première fois que c'est employé ce type de boulet, c'est ce qui a été employé par les Russes contre la flotte turque quelques temps avant, hein, la fameuse bataille où les forces russes détruisent en une nuit l'ensemble de la flotte turque, quasiment, ce qui leur permet de faire une entrée en premier très vite sur le territoire turc pendant cette fameuse guerre de Crimée. Et bien là, c'est la première fois que c'est employé contre une forteresse, au point que ça va quasiment l'ouvrir en deux,
finir par l'ouvrir en deux. Et on va développer à cette occasion-là des bateaux fabuleux qui s'appellent les premières batteries flottantes, l'ancêtre du cuirassé. C'est en 1855, 1854-55 que c'est créé. C'est des bateaux qu'on appelle des types naves. C'est le premier programme en coopération totale entre la France et l'Angleterre. On décide ensemble de construire un même type de bateau. C'est un bateau en bois, Honda, sauf que vous le recouvrez d'une épaisseur de métal à l'extérieur, hein, au-dessus de la ligne de flottaison, d'environ pas loin d'1 mètre d'épaisseur. Des trucs qui ne pouvaient pas bouger, c'était des batteries. Voilà. Donc vous transportiez ça, ça flottait, hein, ça ne pouvait pas avancer tout seul. Vous remorquez ça avec des remorqueurs et vous l'amenez devant la forteresse, et là, bah, vous bombardez avec vos nouveaux canons et vos nouveaux obus, pendant que vous recevez des petits boulets qui viennent à peine vous effleurer. Et donc ça a été redoutablement efficace. Et lui, il a connaissance, l'amiral Bourgois, de cette bataille, et fort de ça, il se dit, si jamais nos ennemis ont la même chose, on va ramasser. Il ne dit pas comme ça, mais c'est à peu près ce que ça veut dire. Et donc, il dit, globalement, il faut qu'on arrive à trouver une arme qui fait parade contre ça. Et donc il va avoir l'idée, en effet, ils vont avoir l'idée, de passer en dessous, parce que la partie dessous, elle n'est pas protégée de la même façon que la partie du dessus. Voilà, d'où l'intérêt du sous-marin, qui rejaillit. Bon, il va très loin, il va faire jusqu'à des conseils pour la conduite de l'expérience. Après, vous avez un ingénieur qui est extraordinaire, qui s'appelle M. Charles Brun, toulonnais, qui finira ministre de la Marine. Ouais, bon, une belle carrière pour l'inventeur de ce premier sous-marin. Lui, il a la particularité donc seulement de reprendre tout ça, de mettre tout propre façon ingénieur, mais il est aussi chef de chantier. Et en fait, un chantier sous-marin, il va découvrir ce que c'est. C'est la première fois qu'on fait un vrai chantier sous-marin. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est un chantier qui est exigu. Et faire travailler dans une ruche plein d'ouvriers, dans des trucs qui sont tout petits, et ben ça nécessite une très grande organisation, des vraies politiques managériales. Et lui, il va mettre en place cette politique-là. Alors ce qui est impressionnant, c'est qu'encore aujourd'hui, hein, moi j'ai été, pas chef de chantier, mais directeur de projet du programme Barracuda, il y a énormément de concepts développés à cette époque-là pour ce premier sous-marin, qu'on retrouve aujourd'hui dans les méthodes de construction. Le fait de ranger les équipements bien précisément, pour les ouvriers, avec le fait de repérer tous les objets, le fait de peser chaque objet avant sa mise en place à bord. Sur chaque objet, même si on en a une cote et une estimation de poids, chaque objet est pesé quand ça est mis à bord. La moindre tôle, on sait quel poids elle fait. Et déjà, à l'époque, il fait ça. Parce qu'il sait que s'il se trompe, dx plus dx plus dx plus dx égale gros x. Voilà. Et donc, il dit, il ne faut pas que je me croûte. Alors, après, il a régulé. Hein, ils ont eu l'intelligence d'avoir des lestes mobiles, etc. Mais, voilà. L'autre particularité, c'est qu'ils ont une très grande conscience de la sécurité. Et donc, ils disent, si jamais notre sous-marin, notre objet d'expérience a un problème, et qu'il y a des morts, c'en est fini. La marine abandonnera. Et ils n'ont pas tout à fait tort, parce que derrière, à cette époque-là, au moment où ils construisent, on est en paix. On n'a pas les mêmes problématiques que de... Donc la vie humaine, ça coûte cher. Et puis 12 bonnes d'équipage, il faut les trouver. Et puis en plus de ça, ils disent, mais attendez, si on a un problème, bon, on a fait couler les gens une fois, c'est triste pour eux, etc. Mais plus personne ne voudra monter à bord. Comment avoir des volontaires si vous en tuez 1 sur 2 ou... voilà, c'est pas envisageable. Donc il faut absolument qu'on pense à la sécurité. Ça va aller très loin, hein, cette histoire, parce que bon, c'est un sous-marin qui possède un canot de sauvetage. C'est un sous-marin sur lequel ils mettent en place des lestes largables. C'est le premier à avoir des lestes largables. En cas de problème, bah, larguer tout et puis le truc remonte comme une feuille. Voilà. Et ils vont très très loin. Et c'est impressionnant parce qu'ils vont faire quand même plus de 2 ans d'essai.
Et il n'y aura jamais de mort. Pas un seul mort sur ce chantier de construction, pas un seul mort pendant les essais. Et ça, pour l'époque, vous voyez, c'est assez exceptionnel. Et puis alors, ils vont être prudents parce qu'ils vont faire une ouverture de domaine. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop vite. Donc ils vont d'abord tester le bateau en surface, tester le bateau un peu sous l'eau, après le tester en route, et puis petit à petit, ils vont faire ce qu'on appelle aujourd'hui une ouverture de domaine. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on teste un sous-marin pour les premières fois, ou après une grande période de travaux, ben on procède de la même façon. On ouvre le domaine petit à petit. Et ça a été mis en place pour la première fois à cette époque-là, parce que sur le Hunley que vous aviez vu là, tout à l'heure, ils sont partis brut de fonderie pour aller essayer de couler le navire. Et puis la première fois, ils avaient mal fermé le panneau. Donc, comme le panneau n'était pas très haut, l'eau est rentrée, et si l'eau rentre, le sous-marin s'alourdit et bouffe, il coule. Et ils ont organisé le recueil des données. C'est pour ça que en effet, il y a énormément de renseignements. Il y a des colonnes complètes de 2 minutes. Je sais plus, 2 minutes, c'est ça? Voilà. Et donc, c'est une expérience fabuleuse que seul un État, en effet, pouvait conduire. Des dimensions en normes, des difficultés insoupçonnées qu'ils ont réussi à franchir, mais pas toutes. Pas toutes, parce que, en fait, cette expérience n'a pas conduit à un sous-marin totalement fonctionnel. Il avait des défauts. Il avait des défauts, mais en tout cas, il les a révélés. Et ça a permis ensuite d'aller au-delà. Alors, j'ai tendance à dire que ce sous-marin, en fait, était un prématuré. C'est un prématuré d'abord parce qu'il n'est pas réussi totalement, mais c'est aussi un prématuré parce que déjà à l'époque, ils imaginent un autre sous-marin. En le concevant, ils sont déjà en train de penser à l'électricité. Ce sous-marin, il a une propulsion très particulière. C'est un sous-marin à air comprimé. C'était vachement ingénieux parce que l'air comprimé se détendait, entraînait le moteur et ensuite elle était relâchée dans le bateau. Sauf que ça entraîne un problème, c'est que le bateau, il a une pression qui est relativement importante, donc on équilibre sa pression avec la pression extérieure par le biais de vannes, d'accord ? Mais c'est un pis-aller, il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce qu'en fait, on peut faire ça jusqu'à 30 mètres, environ 40 mètres. Mais au-delà, on commence à avoir d'autres problèmes physiologiques qui étaient inconnus à l'époque. Donc c'est un prématuré pour ça. C'est un prématuré aussi parce que s'ils pensent en permanence à l'électricité, parce qu'ils savent que l'électricité existe et ils savent que ça a un vrai potentiel moteur, le moteur électrique n'existait pas encore. À l'époque de ce sous-marin, on est en 1860, 64 pour la fin, il n'y a pas de moteur électrique. Le premier moteur électrique, vrai, digne de ce nom, capable d'entraîner avec un peu de couple, c'est 1866, 2 ans plus tard. Et il est présenté où? À l'exposition universelle de 1867, où vous avez une gravure au-dessus. Vous voyez, c'est sur le champ de Mars qu'elle a eu lieu. C'était une très grande exposition universelle. Alors cette exposition universelle, elle a une particularité. La boucle va être bouclée avec le Nautilus. Parce que c'est à cette exposition universelle que Jules Verne va découvrir la maquette de ce sous-marin. La maquette que vous voyez en bas à gauche de la diapo. C'est exactement celle-là qui a été présentée. Et donc, Jules Verne va être fasciné par tout ça. En fait, Jules Verne, il a déjà l'idée de faire son roman. Il a même déjà la commande du roman. Mais ce qui va se passer, c'est que c'est lors de cette exposition universelle qu'il va construire son imaginaire. Il a l'idée d'un roman sous les eaux. Vous allez forcément me poser la question, je vais y répondre tout de suite. Comment ça s'est passé pour Jules Verne? Jules Verne, le premier grand roman qui le fait connaître, il est déjà écrivain en même temps, son premier grand roman, c'est 5 semaines en ballon. C'est avec ces 5 semaines en ballon qu'il va le lancer dans le monde de l'écriture. Et c'est son éditeur, M. Herzl, qui le lance réellement. Déjà, à l'époque, ils ont l'idée de construire des romans sur les voyages extraordinaires, sur la découverte du monde,
qu'on appellera des romans géographiques. Enfin, voilà. Déjà à l'époque, ils ont cette idée-là ensemble. Le premier qui fait connaître, c'est 5 semaines en ballon. Quand 5 semaines en ballon sort, il y a plein de lecteurs fans, et Jules Verne reçoit une lettre d'une admiratrice qui s'appelle Madame George Sand. George Sand, elle lui écrit Monsieur Verne, vous m'avez transporté dans les airs de façon extraordinaire. J'ai hâte que vous me fassiez découvrir le fond des mers de la même façon. Évidemment, quand vous recevez ça, vous êtes un jeune auteur comme Monsieur Verne. Là, vous dites waouh. Et donc vous allez voir votre éditeur et vous lui montrez. T'as vu, c'est superbe. Et là, l'éditeur il vous dit ouais, c'est une bonne idée, on y va, je te commande le livre. Et donc, il n'a pas encore écrit une ligne. Et pour la première fois, un auteur reçoit déjà des subsides et une commande pour un livre qu'il n'a pas écrit. Plus tard, il y en aura même d'autres qui recevront ça régulièrement, ça arrive souvent aujourd'hui. Plus tard, il y en a même qui seront salariés. Le premier salarié littéraire, c'est Zola, un écrivain qui aimait beaucoup la Charente-Maritime. Il allait en vacances à Royan. Et donc, Jules Verne, avec ça, et cette commande, il commence à écrire une trame, une histoire. On est en pleine guerre de sécession. Donc il a de la matière. Et puis, il a de la matière, ne serait-ce que par les journaux. On est en 1863. 1863, c'est le moment où ce sous-marin fait ses essais. On en parle dans la presse. D'accord ? On parle du plongeur dans la presse. Donc il a tout ça. Il lit beaucoup. Jules Verne, c'est un grand lecteur. Il lit énormément. Et donc, il décide il commence à écrire, sauf qu'il a un vrai problème, c'est l'imaginaire. Comment imaginer ce dont les journalistes parlent en fait, ont une description journalistique pas très bonne, comment se projeter sous l'eau alors qu'on n'y a jamais été. Pas facile. Et lors de l'exposition universelle, eh bien, il y a 4 choses extraordinaires qui sont présentes. La première, on l'a dit, c'est le moteur électrique. Et ça va lui donner une vraie idée sur ce que c'est que l'avenir de l'électricité, qui va traduire d'ailleurs principalement dans 20 milieux sous les mers. La deuxième, c'est la présence de ce sous-marin. Alors, si vous vous attachez de près à l'image de ce sous-marin, regardez comme ça. Ça, c'était la première édition de mon roman. Je suis désolé, c'est pas celle que je vous présente, celle-là est mieux. Ce que vous voyez ici, il y a plein de choses que vous retrouvez. D'abord, un éperon, comme sur le Nautilus. Vous retrouvez un canot de sauvetage en métal, comme sur le Nautilus. Vous savez, ils prennent un canot de sauvetage pour aller sur une île, et il y a les pieds qui essaient de les manger, et puis ils reviennent. C'est pareil. Vous trouvez un fil électrique qui court le long, qui va jusqu'à la mine. Le pont est électrifié, ça vous parle? Avec les sauvages qui... vous retrouvez une tourelle de conduite où seul le capitaine Nemo peut regarder par des gros hublots à l'extérieur. C'était pareil, hein, c'est exactement ça. Donc en fait, vous avez énormément, le pont tout en métal, vous avez énormément de choses que vous retrouvez de la description de Jules Verne, même si votre imaginaire à vous, il est fortement influencé par les gravures, qui sont extraordinaires, qui sont très très belles, et qui n'étaient pas celles forcément qu'avait Jules Verne en tête, hein, c'est pas les mêmes. 2 objets clés. Troisième objet, extrêmement important, vous avez le premier scaphandre autonome, l'appareil de Dénérousse. Alors l'appareil de Dénérousse, il est particulier parce qu'il est produit en même temps que ce sous-marin, et il y a plein de raisons pour ça. Et il va même être utilisé. En fait, c'est le même scaphandre que dans Tintin, sauf que vous pouvez le débrancher, parce que vous avez une réserve d'air derrière, qui vous permettent de tenir 10 à 15 minutes sous l'eau en étant autonome. Et ça, c'est exactement ce qui est décrit. D'ailleurs, c'est non seulement décrit, mais même Dénérousse et Rouquayrol, ce sont 2 inventeurs, un ingénieur des mines et un officier de marine. Dénérousse et Rouquayrol sont cités dans les milieux sous les mers. Voilà. Là, c'est on peut plus clair. Et le 4e objet, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le premier aquarium parisien qui est présenté lors de cette exposition universelle. On est au Champ de Mars, vous avez la station de métro Birakeim, aujourd'hui,
Voilà. À l'époque, il n'y avait pas de station de métro. Hein. Mais il y avait bien un tunnel qui avait été construit pour cette exposition universelle. Tunnel dans lequel on avait mis des grands panneaux de verre avec derrière des animaux extraordinaires venus du fond des mers d'un peu partout. On avait mélangé. Et Jules Verne, il voit ça, et il est estomaqué par ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il redécrit à la fois dans la fameuse bibliothèque sous l'eau, voilà. Mais pas uniquement. On sait que, d'abord parce qu'il l'a écrit, quand il écrit à son frère, il n'y avait pas beaucoup d'échanges avec son frère, parce qu'il y avait des fois c'était un petit peu de friction, mais en tout cas sur 20 milieux sous les mers, il écrit à son frère qu'il s'inspire clairement de ces aquariums pour parler de la grande bibliothèque et de la grande verrière dans le sous-marin du capitaine Nemo. C'est au point qu'il en fait des erreurs. Parce qu'en fait, sont présentées des espèces qui ne peuvent pas vivre ensemble. Et dans la nature, il va les mettre ensemble aussi. Et donc on retrouve exactement les mêmes, des fois des faunes simultanées, à la fois dans le roman et qui étaient présentes à la fois. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'ose dire aujourd'hui, c'est très présomptueux, que voilà, en fait le premier sous-marin, vrai sous-marin au monde, c'est celui-là, selon moi, et c'est aussi celui qui a inspiré Jules Verne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci François. C'est vrai qu'on pouvait s'imaginer qu'il y avait une énorme histoire derrière, mais je te remercie vraiment d'avoir retracé tout ce périple. J'ai une question, parce que c'est vrai que dans nos esprits, très souvent, on pensait que le premier sous-marin était américain. Alors qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'en définitive, on lit souvent que le premier sous-marin était américain. J'espère t'avoir convaincu que ce n'était pas le cas. Non mais l'histoire est assez bizarre. C'est qu'en effet, il est difficile d'attribuer une invention. Il est difficile de savoir qui est le premier. Moi, je prétends que c'est celui-là, pour des raisons propulsion mécanique, taille, etc. Et parce qu'en fait, c'est un changement d'échelle. Pour autant, je vois bien que vous aviez déjà eu des expériences de Fulton, mais vous en aviez d'autres avant, plein. C'est pour ça que c'est difficile de dire. Alors, en revanche, ce qui est clair, c'est qu'on peut se poser la question de pourquoi notre inconscient, ou notre conscient, pourquoi est-ce qu'on pense tous que c'est une histoire américaine? On va revenir sur la première diapo. Pardon? Ah bah, pas uniquement, ça va bien au-delà. Je pense que c'est culturel. Je pense que c'est culturel. Tout d'abord parce que on n'a pas du tout la même dimension d'histoire. Les Américains, ils ont une histoire qui est relativement courte dans le temps. Cette histoire, elle commence avec les premiers colons, les First Pilgrims. D'accord? Et quand vous n'êtes pas devant la même surface d'histoire, eh ben vous n'appréhendez pas les choses de la même façon. Ensuite, le sous-marin est consubstantiel de l'histoire américaine. On voit un sous-marin au moment clé de l'histoire américaine. On le voit, boum, guerre d'indépendance, boum, guerre de sécession. Ça va même au-delà. Lors de la Première Guerre mondiale, le sous-marin, qui n'est pas une invention allemande du tout, hein, c'est une invention beaucoup plus française. Il y avait beaucoup plus de sous-marins au début de la Première Guerre mondiale français que de sous-marins allemands. De ça, les sous-marins allemands ont eu des problèmes. Mais l'histoire de la Première Guerre mondiale a fait que le sous-marin a commencé à prendre une place importante en 1917, au moment de l'entrée en guerre des États-Unis. Et donc, ça les a aussi marqués. Surtout qu'eux, ils devaient faire les convois, ils étaient sous la menace des bateaux allemands. Et puis sans compter l'histoire du Lusitania, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est réellement ancré. Et ça va au-delà, pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique. Vous retenez tous la guerre du Pacifique, les porte-avions, avec les guerres aéronavales, etc. Mais ça n'est possible que parce qu'il y a des sous-marins pendant longtemps. Quand vous allez aux États-Unis et que vous consultez les problématiques, tout ce qui concerne la guerre du Pacifique,
la guerre du Pacifique est essentiellement gagnée par la bascule et l'effet des sous-marins américains sur la flotte japonaise. Les Américains ont appliqué exactement ce que les Allemands faisaient dans l'Atlantique. Ils l'ont appliqué à leur profit dans le Pacifique. La particularité, c'est que les Japonais n'ont jamais eu la supériorité aérienne totale dans le Pacifique. Ils ont été pas loin de l'avoir, mais ils ne l'ont jamais eu totalement. Ce qui fait que les sous-marins américains ont pu détruire énormément de tonnage de bateaux de commerce japonais. Et lorsque vous allez au musée de Groton aux États-Unis, musée New London, vous avez une carte du Pacifique et vous voyez le nombre de sous-marins américains coulés. C'est impressionnant, le tribut des sous-mariniers américains lors de la Seconde Guerre mondiale entre 1941, enfin décembre 41 et 43. C'est impressionnant. Et c'est eux qui, en fait, ont supporté tout le poids de la guerre jusqu'à la bascule, en effet, des porte-avions américains parce qu'il n'y en avait plus, il a fallu les reconstruire. Et ça, c'est réellement impressionnant. Ce qui fait que dans l'imaginaire américain, clairement, le sous-marin, c'est consubstantiel de son histoire. À ça, vous ajoutez le fait que depuis le XXe siècle, on est clairement, début du XXe siècle, depuis l'arrivée des médias, on est clairement influencé par l'univers médiatique. Et il est essentiellement américain. Le XXe siècle est américain. La Première Guerre mondiale a tué l'Europe, l'a mise à genoux, et à ce moment-là, et depuis 1917, on ne parle et on ne pense que États-Unis. Et même toute notre culture, elle est influencée par la culture américaine. Je reviens sur Jules Verne, Walt Disney, 20 milieux sous les mers. Vous avez tous vu ce film. Je sais. Est-ce que quelqu'un parmi vous l'a pas vu? Non. Donc de fait, voilà, Walt Disney, Jules Verne. Et puis, mais ce que vous ne savez pas, c'est que les plongeurs que vous voyez dans le film de Walt Disney sont français. Le caméraman qui filme tout ça, il est français. Je vous invite à aller voir un film à l'INA, film de site INA. D'accord ? Vous tapez Ruby, sous-marin Ruby, Walt Disney. Et vous verrez les images tournées en 1950 sur le sous-marin Ruby qui se fait poser fond, de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, avec Monsieur Cousteau qui sort du sous-marin alors que le sous-marin est posé sur le fond. Puis, deuxième étape de ce reportage, qui dure un petit quart d'heure, c'est un reportage sur les caméramans de films de 20 milieux sous les mers. Et vous comprenez d'un seul coup que pour avoir des spécialistes du monde sous-marin, qu'est-ce qu'il a fait, Walt Disney? Il est venu en France. Voilà. Et dans la réalité, alors qu'on est les champions du monde en sous-marin, aujourd'hui c'est une réalité, on ne va pas rougir du tout. Enfin, moi, en tant que sous-marinier, je sais à quel niveau on est. On est parmi les toutes premières nations dans le monde sous-marin. On a même été les premiers à aller tout au fond. Les premiers bathyscaphes, le NSRS, etc. Enfin, tout ça, c'était français, essentiellement. Les Anglais, les Américains sont venus après. Ils ont mis la puissance, ils ont mis l'énergie, ils ont mis l'argent, parce qu'ils l'avaient. Mais l'invention, tout ça, c'est français. Un petit peu suisse avec M. Flicard. Question. Est-ce qu'on pourrait avoir une chronologie des modes de propulsion? Alors, parce que ça a été assez peu éduqué. C'était à peu près la bonne, en fait. Celle que vous aviez là, c'est à peu près la bonne. Ils ont commencé avec des rames. Oui. Après, en effet, il y a eu des tentatives de roues de ressort. Après, il y a eu la voile, très courtant. Après, il y a eu l'hélice avec un vide-requin à la main. Et après, il y a eu la machine à poudre, à peu près en même temps que l'appareil à air comprimé, en fait, qui était une machine à vapeur transformée pour qu'au lieu d'utiliser de la vapeur, on utilisait de l'air comprimé. Voilà. Et après, on a mis l'électricité
Avec des batteries? Toutes seules, des batteries au plomb, hein, donc l'électricité toute seule. Il fallait recharger à quai. Puis il y a eu l'électricité, mais avec des recharges par machine à vapeur. Puis il y a eu l'électricité avec le diesel, en recharge, en diesel générateur. Puis il y a eu le nucléaire. Le nucléaire étant en fait ce qui donne la complète et totale autonomie du sous-marin, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est un extraordinaire moteur anaérobie. Alors vous l'additionnez avec une machine à vapeur en fait, hein, qui tourne en cycle fermé, et d'un coup vous avez un truc qui peut durer 10 ans sous l'eau sans problème. Et chez Jules Verne alors, c'était quel mode de propulsion? Chez Jules Verne, il parle de l'électricité, ouais. Mais il ne dit pas comment il la recharge. Par contre, il dit, si vous lisez bien 20 minutes sous les mers, que cette électricité est produite par des trucs à très forte chaleur, et donc on peut imaginer nous, aujourd'hui, exactement ce un réacteur nucléaire. Pour autant, il ne sait même pas que ça existe le nucléaire, hein, parce que ça n'a pas encore été découvert. Voilà. Il parle clairement de l'électricité, il parle de chaleur pour produire l'électricité. Il ne va pas trop loin sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il n'y a qu'un seul moyen d'énergie à bord. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'est pas sur un concept avec des transferts énergétiques. Voilà. Et même pour faire surface, il ne parle que d'un seul moyen énergétique pour faire surface. En aucun cas, si vous lisez 20 milieux sous les mers, Jules Verne n'évoque le concept d'air comprimé dans les ballasts. À aucun moment. La notion de ballast, on ne parle pas, réservoir. Alors que c'est une notion clé. Pourtant, et c'est là où aussi on peut se dire il y a peut-être quand même de l'influence du plongeur, parce que dans le concept du plongeur, il n'y a qu'un seul mode énergétique. Le seul mode énergétique utilisé, c'est l'air comprimé. Aussi bien pour faire surface que pour les pompes, pour pomper l'eau, c'est une pompe à air comprimé, que pour la propulsion, que pour respirer. Et c'est en ça que c'est aussi un des éléments qui peut se faire mettre la puce à l'oreille sur le fait que Jules Verne est quand même très influencé par les contacts qu'il a avec les ingénieurs du plongeur. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que le plongeur il est conçu avec l'appui d'un grand monsieur qui s'appelle M. Dupuy-de-Lôme. Alors, M. Dupuy-de-Lôme, il aura été ensuite ministre. Ensuite, il a même été concepteur de sous-marins. Après, hein, bien plus tard, avec Gustave Zédé, et son gendre Ramazzotti, qui a été aussi un grand constructeur de sous-marins. La particularité, c'est qu'on sait que Dupuy-de-Lôme, il a une petite maison en Normandie, et une autre à Toulon, à côté de Toulon, à Evnos. Et dans cette maison, on sait que Jules Verne y est allé souvent. Voilà. Donc en fait, ils sont copains. Ils ont pas mal discuté et échangé ensemble. Ça, on en a des traces très claires. Et on pense que là aussi, ça a dû influencer après coup. Parce qu'en fait, la rencontre de Jules Verne et de Dupuy-de-Lôme, elle est postérieure à 1867. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire, entre le prototype du plongeur et puis les premiers sous-marins opérationnels pour la France, et combien de temps c'était écoulé? 30 ans. 30 ans. 30 ans. En fait, c'est aussi ce qui est particulier chez le plongeur. Hein. C'est qu'il est vraiment prématuré. Parce qu'avant d'avoir des sous-marins qui fonctionnent, qui sont industriels sélectifs, etc., il faut attendre 30 ans. Quelles que soient les nations. Un peu de choses près. Après, il y a eu le Hollande. Le Hollande, c'est un sous-marin américain. Il y a eu d'autres tentatives, mais à chaque fois, ça met du temps. Alors, le plongeur on n'a pas poursuivi l'expérience du plongeur, hein, vous l'avez compris, parce qu'il avait des défauts, pour d'autres raisons aussi, pas m'étendre, sinon vous n'aurez plus d'intérêt à aller voir le rond. La particularité, c'est qu'en 1870, le commandant du plongeur a demandé à réarmer son bateau pour aller faire un raid dans le port de Hambourg. Ça lui a été refusé. Voilà. Donc, il avait quand même foi dans son bateau, hein, vous imaginez.
En 1872, ce bateau, on a décidé de le transformer. Donc, il a été placé en réserve, on l'a sorti de la réserve, on l'a transformé en citerne à eau. Donc, voilà, il y avait des grands réservoirs, on l'a transformé en citerne à eau pour l'utiliser. Et il a vécu jusqu'en 1936. C'est un bateau qui a vécu plus de 70 ans, quand même, ce qui est quand même pas mal. Donc ça devait être assez costaud. Et ensuite, il a été vendu au poids du métal à Saint-Mandrier en 1936. Dernière question. S'il y en a une, c'est la dernière, oui, parce qu'après on va passer, vous pourrez échanger. Voilà. On va échanger autour du livre. Ah, alors la voile n'était pas sous l'eau. Non, une voile, il faut pas le faire dedans. C'est un bateau à voile, dont le mât, lorsqu'il est au radeau, le mât est sorti, vous avez la voile qui se déploie au sol. Et lorsque vous voulez plonger, vous rentrez le mât et la voile, et là vous pouvez plonger. Sauf qu'à cette époque-là, sur le bateau de Fulton, il peut plonger, mais il ne peut plus avancer. C'est-à-dire qu'il avance, il continue à avancer avec l'air qu'il a, mais il va s'arrêter très vite. Et il va devoir remonter. L'objet de Fulton, c'est juste d'échapper à la vue pour l'instant. C'est pas plus que ça. Voire d'échapper à la vue suffisamment longtemps, mais en restant à la même position pour attendre le voilier qui arrive. À ce moment-là, on fait surface, on a un canon à bord, il y a un canon à bord, il faut le sortir, parce que évidemment le canon ne peut pas sortir le canon, et là, tirer. Merci beaucoup, François, amiral. Je remercie au nom du conseil d'administration d'avoir pris sur ton temps, d'avoir pris sur ta vie professionnelle et familiale pour venir nous honorer de ta présence ce soir. Voilà. C'est surtout mon épouse qu'il faut remercier parce que je pense que c'est au moins la 4e fois qu'elle a... Et elle s'est pas endormie. Elle est vaillante. Merci beaucoup. Et puis donc ceux qui veulent se faire dédicacer un livre pour notre amiral, le commandant de la région, merci. Merci.